Alliance massive à la fin du mois de juillet entre la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale du Japon. Alliance inédite, intervention combinée pour créer, et je vous avais alerté depuis des semaines sur ce sujet, pour créer un rejet de 800 pips sur le taux USD-Yen. Et naturellement se pose désormais la question pour peut-être vous, trader Forex, investisseur Forex, analyste Forex, peu importe que vous vous intéressiez de près ou de loin au marché des changes, la question qui compte désormais, après cette intervention unique, historique, Washington désormais intervient en direct, instruction du ministère des Finances, du Trésor, du secrétariat au Trésor des États-Unis, action de la Fed combinée avec la BOJ recevant elle-même des instructions du ministère des Finances japonais pour sabrer la tendance haussière du taux USD-Yen, faire remonter le yen sur le FX. Et donc, se pose naturellement désormais la question, ce sommet qui a été atteint fin juillet à 164 yens sur le taux USD yen, est-ce désormais le sommet définitif après 16 ans de tendance haussière, 16 ans de tendance haussière pour le taux USD yen? Cette fois-ci, est-ce définitivement terminé? Pour répondre à cette question, alors que je vais vous expliquer dans la première partie en quoi cette alliance XXL a créé 800 pips de rejet et comment est-ce qu'elle fonctionne, quels ont été les mécanismes qui ont permis de créer le 30 et 31 juillet dernier ce rejet sur le taux USD Yen. 164 yens, 164 pour le taux USD Yen. Est-ce le sommet définitif, ou moins le sommet annuel? Est-ce l'aboutissement de 15 ans de tendance haussière? Le pour et le contre. Le pour et le contre. Troisième partie, sabrer les traders institutionnels, les traders FX institutionnels et les stratégies de carry trade. Ils ont pris leur stop, en tout cas pour une grande majorité d'entre eux, parce qu'ils étaient massivement short sur le yen. Souvenez-vous, je vous ai montré ça la semaine dernière dans le Fast and Forex, le positionnement institutionnel qui était extrême. Et qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière? Que quand on avait un positionnement extrême, souvent c'est que c'était l'aboutissement d'une tendance. C'est exactement ce à quoi nous avons assisté au début du mois d'août sur le yen. Quatrième partie, désormais que l'USD-Yen a rejeté sous 64, sous 164, quels sont les scénarios institutionnels pour la fin d'année et leur probabilité? Bien sûr, je source, ces données viennent de Bloomberg. Vous allez voir, c'est intéressant. Y a-t-il un scénario qui domine les autres? Pour affirmer que le sommet définitif a vraiment été fait, pour affirmer que ce sommet définitif a vraiment été fait, il faut 3 facteurs. 3. Pas 1, pas 2, 3. Sont-ils présents? Vont-ils l'être? Vous allez voir, ça reste challenging. Et enfin, est-ce que l'analyse technique multi-horizon de temps nous dit que 164 est le sommet définitif ou ne le dit-elle pas encore? Et peut-être qu'au fond, la tendance haussière de fond va reprendre, quand bien même Washington et Tokyo, main dans la main, veulent casser cette tendance haussière. Bienvenue à une nouvelle édition du Fast and Forex, émission spéciale USD Yen. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Taux de change USD-Yen, le sommet définitif est-il fait? C'est parti les amis, nous attaquons. Le sommet définitif est-il fait alors que une intervention combinée, unique, massive a eu lieu de la part de la Réserve fédérale des États-Unis et de la Banque centrale du Japon, alors que le yen suit une tendance baissière sur le FX depuis plus de 15 ans, voire même davantage. Nous allons passer le graphique en revue, mais ce n'est pas anodin de vouloir stopper ce mouvement. Une tendance baissière depuis de 15 ans et une intervention combinée massive Fed-BOJ qui a entraîné une baisse de 800 pips. Alors, la question se pose, puisque des interventions de la Banque centrale du Japon, vous le savez, il y en a eu beaucoup ces dernières années. Et à chaque fois, oui, certes, elles se sont traduites dans un premier temps par une baisse du taux de change USD-Yen. Donc l'objectif de la Banque centrale du Japon, de stopper cette hausse, mais pas non plus que le taux de change s'effondre. En réalité, de l'avoir davantage sous contrôle ou de le maintenir entre certaines bornes. Pourquoi pas entre 140 et 155 yens, ce qui finalement pourrait arranger à la fois les États-Unis et le Japon. Mais toutes les interventions passées de la Banque centrale du Japon se sont traduites par des baisses qui certes avaient lieu au moment de l'intervention, parfois dans les séances qui suivaient, mais derrière, à
chaque fois, la tendance haussière de fond a repris ses droits. Alors que désormais, il y a donc beaucoup plus que verbalement, puisque cette fois-ci, Washington est derrière. Il y a à la fois une volonté politique japonaise, elle a toujours été là, mais désormais une volonté politique US. Vous imaginez la Fed monter les taux dans ce cadre-là? C'est ça que moi j'ai du mal à y croire. Mais bon, on verra bien à la rentrée. En tout cas donc, lorsque vous regardez le graphique, je vais vous montrer, on commence par ça, le graphique du taux de change USD-Yen depuis donc, le graphique en données mensuelles depuis 2011, voilà, c'est cette tendance haussière que la Fed et la BOJ veulent stopper. Donc vous voyez quand même qu'on part d'un taux de change USD-Yen à 75 yens, qui a donc fait un plus haut fin juillet à 164 yens, enfin un peu moins, 163,90, voilà, 164 yens. Et c'est cette tendance haussière donc que les deux banques centrales veulent tuer dans l'œuf, parce que ce taux de change eh bien, complique la situation du Japon, notamment en termes d'inflation importée, et cette situation d'un yen qui perd de la valeur eh bien, complique aussi la relation commerciale entre les États-Unis et le Japon. Donc tout le monde veut non pas un effondrement du taux de change USD-yen, mais un taux de change USD-yen probablement qui évolue davantage entre les 125 et les 150 et qui arriverait à se maintenir dans cette zone. Ça, c'est l'objectif donc des deux banques centrales. Donc, voilà. Ça, alors déjà, ça permet de voir qu'en données mensuelles, donc je vais vous la montrer, l'intervention massive. Donc, on va aller, je vais vous en expliquer d'ailleurs tout de suite les mécanismes, ce sera plus simple. Donc, une alliance puissance X, X, double X, X, XL. Pourquoi? Parce que historiquement, la Banque centrale du Japon est régulièrement intervenue. D'ailleurs, je vais revenir sur le taux de change USD-Yen. Là, vous aviez eu ici une intervention de la BOJ, quand même une baisse de quasiment 20 000 pips, une reprise. Ici, vous aviez une seconde intervention de la BOJ, une baisse à nouveau de 20 000 pips, une reprise. Ici, vous avez eu des interventions de la BOJ, mais regardez, elles ne fonctionnaient plus. Ici, la BOJ est intervenue, il y a eu une baisse directe, ça reprend. Ici, une intervention de la BOJ, il y a eu une baisse directe, ça reprend. On le voit mieux en données journalières. Là, vous aviez des interventions ponctuelles de la BOJ. Et regardez, elle crée de la baisse, certes au moment d'intervention, mais ensuite, très rapidement, et de plus en plus rapidement, la tendance haussière reprenait. Donc la BOJ avait perdu le contrôle. BOJ lost the control. Voilà, pour mieux le message que je cherche à faire passer. Et donc, lorsque le taux de change USD-Yen fin juillet s'est approché de 165 yens, il y a eu des alertes de l'industrie exportatrice japonaise, des alertes qui sont remontées au gouvernement japonais, des alertes qui disaient, mais attendez là, au-delà de 165 yens, c'est compliqué. Au-delà de 165 yens, pour nous, industrie importatrice, notamment importatrice de matières premières, les coûts explosent. Donc ça renchérit en plus l'inflation importée. Donc là, c'est une difficulté. Et ce seuil des 165 yens était considéré comme un seuil d'alerte rouge macroéconomique pour le Japon. Mais les interventions de la BOJ ne suffisaient pas. Alors déjà, je réexplique certaines choses. Ce n'est pas la BOJ qui intervient. Ce n'est pas la Fed qui intervient. C'est une alliance politique entre le ministère de l'économie Japon et le ministère de l'économie US. Donc on parle, c'est le secrétariat au Trésor des États-Unis. C'est le nom du ministère de l'économie. C'est donc sur instruction du ministère des Finances japonais et du ministère des Finances des États-Unis, sur instruction directe, qu'un ordre est envoyé aux banques centrales et la Banque centrale du Japon et la Fed agissent sur instruction directement sur le marché des changes. Alors pour cela, ils utilisent des réserves. Le Japon utilise ses réserves de change et les États-Unis, la Fed utilise ce qu'on appelle, ce qui est appelé pardon, aux États-Unis un fonds de stabilisation des changes. Oui, il existe aux États-Unis. Il est doté de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Un fonds de stabilisation des changes qui est justement fait pour que la Fed puisse intervenir sur le FX, mais jamais de sa propre initiative. C'est pas Kevin Warsh qui a décidé. Les instructions sont venues au niveau politique. Donc au final, nous savions déjà que le Japon ne voulait pas laisser davantage chuter le yen. Nous savons désormais que Washington non plus. Et voilà où réside la vraie nouveauté. Washington a toujours soutenu le Japon dans sa politique d'intervention sur l'échange, mais jamais il y a eu une action combinée. Alors, la question que maintenant tout le monde se pose, c'est est-ce suffisant? Désormais, regardez, l'action était massive, regardez. Ici, donc 29 juillet, 30 juillet, 31 juillet, il y a eu une baisse de 800 pips. Est-ce que cette baisse de 800 pips
est-elle enfin, cette fois-ci, le signal du point haut, la fin de toute cette hausse qui avait commencé il y a quand même 15 ans, qui a vu le taux de change du USD Yen passer de 75 yens à 164? Cette fois-ci, est-ce la bonne? Ou allons-nous encore vivre un coup d'épée dans l'eau? Coup d'épée dans l'eau, coup d'épée dans l'eau. Alors là, par contre, il y avait eu des replis plus massifs, mais au final, cette intervention-là et cette intervention-là n'a créé qu'un range de continuation haussière. Donc l'idée maintenant, c'est cette intervention-là est-elle le point de départ d'une tendance baissière? Ah, c'est la question de la vidéo, les amis. Donc je vais essayer de vous donner la réponse. Donc déjà, il y a une intervention massive. Le taux de change USD Yen, sommet majeur. Alors, bien sûr, ce serait trop facile, hein. Il y a du pour, il y a du contre. Et après, à chacun d'évaluer les choses. Moi, bien sûr, je vais plus tard dans la vidéo vous dire ce qui compte pour moi essentiellement pour croire que le sommet majeur est fait. Et donc, c'est-à-dire, qui dit que le sommet majeur est fait, il dit en fait que le taux de change USD n'ira pas au-delà des 164 yens. Et que s'il y a un rebond à court terme, c'est donc une opportunité de vente. Mais au contraire, si ce sont les arguments contre qui prennent le dessus, eh bien, malgré cette intervention combinée, qui peut d'ailleurs se reproduire. Mais dites-vous bien que maintenant, les traders institutionnels qui, donc en carry trade, qui jouaient la baisse du yen, maintenant, ils flippent un peu. Parce que si vous voulez des positions à levier, si maintenant, à tout moment, la Fed et la BOJ peuvent intervenir et créer d'un coup 800 pips de baisse, quand tu es vendeur du yen, donc acheteur de l'USD yen dans un hedge fund institutionnel, dans un hedge fund, pardon, c'est forcément institutionnel, dans un hedge fund FX, pardon, ça fait bobo au compte du hedge fund, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que le fait que maintenant il y ait deux banques centrales en action, ça va peut-être faire réfléchir les hedge funds. Parce que là, ils jouaient contre la BOJ et ils gagnaient à chaque fois. Maintenant, est-ce que tu as vraiment envie de jouer contre l'alliance Fed-BOJ? C'est la question que je te pose à toi, trader FX. Enfin, que je vous pose, je ne me permettrai pas de vous tutoyer, chers messieurs, dames. Donc, tout ça est passionnant. Alors, les arguments pour, c'est-à-dire un sommet majeur, a effectivement été fait. Eh bien, c'est plus ou moins ce dont je viens de vous parler. Cette intervention coordonnée inédite États-Unis-Japon, ce positionnement des États-Unis désormais contre les positions de carry trade. Et alors, forcément, ce qui est très important de noter, c'est que les arguments pour que ce soit vraiment le sommet majeur, il faut des conditions de politique monétaire. Et ça, je vais vous les décrire plus tard. Mais il est certain que la condition minimum pour envisager que les 164 yens soient le sommet, c'est que la Fed ne monte pas ses taux. Ou qu'il y ait maximum une hausse de taux technique. En tout cas, donc, dans les arguments pour, il y a le fait que ce niveau des 165 yens ait été déclaré officiellement par les importateurs japonais comme un signe, un seuil macroéconomique d'alerte rouge. Voilà. D'ailleurs, l'intervention n'a pas attendu que le taux de change aille à 165. À 164, ils lui ont brisé les reins. Toujours cicatrisé, hein. Alors, les arguments contre. Contre, c'est-à-dire en fait que le taux de change USD-Yen n'a subi qu'un choc baissier provisoire et qu'en fait, il va être capable petit à petit de refaire un nouveau sommet dans le sens de sa tendance haussière de fond. Rappelez-vous, j'ai aussi la réponse de l'analyse technique qui va arriver. Donc, effectivement, dans ces arguments pour, vous avez le fait que, historiquement, les interventions FX ont tout échoué. Alors, par contre, il n'y avait que la BOJ, mais elles ont tout échoué. D'autre part, l'écart de taux reste encore largement en faveur du dollar. Donc ça, je vais vous montrer ça. Par exemple, ici, vous avez l'écart de taux à 2 ans entre les États-Unis et un certain nombre de pays. Ben, il n'y a que la Suisse qui fait pire. C'est-à-dire que le taux à 2 ans américain est 4 points de pourcentage au-dessus de celui de la Suisse. Ensuite, direct, c'est celui par rapport au Japon. Donc quand même, un taux américain à 2 ans qui est supérieur de 2,6 points de pourcentage au taux japonais à 2 ans, ça fait quand même des raisons pour que le dollar s'apprécie face au yen. Donc déjà, ça, il faut lutter contre ça. Ensuite, vous avez les positions de carry trade qui restent actives, la haute finance, les institutionnels, les hedge funds FX continuent de jouer la hausse de l'USD yen. Alors, ils vont peut-être, on va voir, ils vont peut-être maintenant changer leur fusil d'épaule, mais c'est pas garanti. D'autre part, l'économie américaine pourrait rester solide. Attention, parce que le Japon, lui, ce qu'il veut, c'est un yen qui rebondisse. Il veut pas un yen qui s'envole. Donc, est-ce que réellement la Banque centrale du Japon va vouloir enchaîner les hausses de taux pour continuer de faire baisser l'USD yen? Pas sûr.
Pas sûr. D'autre part, l'autre question bien sûr qui se pose, c'est donc de savoir si la BOJ va monter ses taux et l'autre question qui se pose, c'est est-ce que cette alliance combinée, des autorités politiques japonaises et américaines, heu, est-ce qu'elle va se poursuivre? Est-ce que la Fed en aura les moyens? Est-ce que le gouvernement des États-Unis voudra encore taper dans ce fonds spécial dont je vous ai parlé? À un moment ou à un autre, il ne faut pas le vider non plus. Donc, voilà. Il y a vraiment il y a tout cela qui vont compter et alors au stade actuel, la prochaine décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon, c'est le, 18 septembre. Il y a des choses en septembre, hein. La fête, c'est le 16, la BOJ, c'est le 18. Pour le moment, la probabilité que la BOJ monte ses taux, elle est légèrement supérieure à 56, mais vous savez, Washington demande au Japon de monter ses taux. Scott Bessent le dit dans l'espace public quand il est interviewé. Nous voulons que la BOJ monte ses taux pour réduire l'écart avec la Fed. Écoutez, le taux de la BOJ, il a 1. Le taux de la BOJ, là, vous avez en rouge le taux de la Banque centrale du Japon. En orange, le yen index, donc ça montre qu'il est quand même au plus bas. Donc là, vous voyez, voilà, l'impact de l'intervention combinée. Donc le yen index, c'est le contraire de l'USD yen, hein. Vous me suivez? Là, vous avez un rebond du yen index, l'indice de devise yen, ça c'est l'intervention combinée. Mais on voit qu'on est quand même bas. Et ce que voudrait la Fed et la BOJ, c'est que cette intervention combinée donne le point de départ d'une tendance haussière. Le problème, c'est que le taux de la Banque centrale du Japon, il est à 1. Celui de la Fed est à 3,75. Alors, les taux du marché japonais ont remonté. Le 2 ans est à 1,52, le 10 ans est à 2,76, le 20 ans est à 3,65. Le bilan de la Fed diminue. Tout ça devrait renchérir le yen et donc faire baisser l'USD yen. Mais bon, les taux aux États-Unis sont encore plus élevés. Le 20 ans américain à 5%, etc., etc. Donc, mais ce qu'il faut déjà, c'est réduire l'écart de taux entre la BOJ et la Fed. Et donc, si vous voulez, si en septembre, la BOJ monte pas ses taux, ça va être compliqué. L'USDN va repartir à la hausse. L'USDN va repartir à la hausse. Quand bien même il y a cette intervention combinée. Alors, le carry trade des hedge funds a été pris à revers. Ça, effectivement, c'est quelque chose que je vous avais montré à plusieurs reprises. A été pris à revers. Il y avait un positionnement extrême. Ce positionnement extrême, dès lors qu'il y a un positionnement extrême, c'est souvent qu'on est proche d'une inflexion du marché, c'est-à-dire d'un retournement de tendance. Les positions short sur le yen étaient massives, au plus haut ever, 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 ever. Je vais vous montrer ici. Voilà. Les positions short sur le yen. Ici, vous avez le positionnement sur le taux de change JPY-USD. Regardez l'histogramme des ventes. Était sur un niveau extrême. La position nette, la ligne jaune, était sur son support historique. Et donc, forcément, lorsqu'on est sur des extrêmes comme ça, il y a retournement de tendance. Donc, l'intervention combinée faite BOJ a eu lieu à un moment où le positionnement était extrême. Donc, déjà, il y avait déjà en soi une forte probabilité de baisse de l'USD yen, enfin de rebond du yen. Et ce positionnement extrême sur le yen, ce positionnement était aussi extrême sur le dollar américain face à un panier de devises. Donc il y avait à la fois un positionnement, et ça je vous l'ai montré dans le Fast and Forex il y a 2 semaines, il y avait à la fois un positionnement extrême sur le yen et un positionnement extrême sur le dollar, deux positionnements extrêmes en même temps ramenés dans un même cross USD-yen. Il y avait une forte probabilité d'inflexion, de renversement. Bon, ce renversement a, entre autres, été déclenché par l'intervention combinée de Washington et de Tokyo. Et donc, l'idée, c'est ces institutionnels qui étaient short du yen, vont-ils maintenant rester? En gros, ça veut dire que s'ils le restent, ils vont utiliser cette baisse pour se replacer à l'achat. Ou au contraire, vont-ils se dire, bon, allez, là, on a pris tellement cher dans cette baisse que cette fois-ci, comme on sait qu'à tout moment, la Fed et la BOJ peuvent intervenir, je vais pas me mettre à acheter ici s'il y a une nouvelle intervention là et que ça repart à la baisse. Mais ils sont pas sûrs. Vous voyez un peu, il y a aussi toute la communication, la menace potentielle. C'est un instrument de politique monétaire. Donc on verra bien. Et moi maintenant, chaque semaine, je vais regarder ce que font les institutionnels. Les données sont à jour qu'une fois par semaine, hein, donc ça prend du temps, mais je vais voir un peu ce qu'ils font. Est-ce qu'ils réduisent leurs ventes? Est-ce qu'ils se mettent à acheter? Au contraire. Bon, attention, là c'est le JPY-USD. Donc il faut raisonner à l'envers sur l'USDN. Oui, non, mais c'est quoi le FX? Il faut savoir faire des petites inversions comme ça, là. Il faut pas besoin d'avoir un QI de 100, ça suffit, là. Non, mais voilà, faites bien ce petit jeu de bascule. Là, vous avez le positionnement sur le JPY-USD. Donc, vous raisonnez à l'envers sur l'USD yen. Mais c'est pas bien compliqué. It's not a very complicated, my dear citizens. The war is over. Alors, maintenant, plus simple. Qu'en disent les instits? Voilà, Bloomberg, ils font beaucoup de sondages.
Alors, bien sûr, mes données viennent de Bloomberg. Ils font plein de sondages. Donc, il y a le scénario 1, en fait, que le sommet a été fait définitivement à 164 et que désormais, petit à petit, même si à un bon court terme, on ira en direction des 150. Il y a le scénario 2 qui dit qu'en fait, on a une correction temporaire vers 150, donc une correction temporaire vers 150, mais qu'ensuite on va remonter tester les 165, ce fameux seuil d'alerte rouge. Et enfin, le troisième scénario, ce n'était qu'un coup d'épée dans l'eau, ça va pas marcher, et l'USD Yen va repartir pleine balle à la hausse et exploser à la hausse les 165 yens. Les institutionnels, lorsqu'on les interroge, sont à 60% pour le premier scénario, 35% pour le second scénario et 5% pour le dernier scénario. Donc, une majorité d'entre eux se dit que quand même, cette fois-ci, cette intervention inédite combinée faite BOJ pourrait être la bonne. On verra. En tout cas, voilà donc ce qu'ils en pensent. Et bien sûr, ces sondages peuvent évoluer. Alors maintenant, mon avis à moi, et puis que dit l'analyse technique. Moi, j'estime qu'il faut 3 facteurs pour valider un sommet majeur. 3 facteurs à impérativement réunir pour vraiment se dire que le marché ne redépassera jamais les 164 yens. Tout d'abord, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, la BOJ doit augmenter ses taux d'ici la fin de l'année, minimum une fois, idéalement 2 fois. Donc, il faut agir dès le 18 septembre. S'il n'y a pas de hausse de taux de la BOJ en septembre, ça va être compliqué. Deuxième condition à rassembler, la Fed doit idéalement conserver le statu quo. Oui, parce que si la Fed remonte ses taux à la rentrée, ça va soutenir l'USD et donc faire remonter l'USD yen. Ou sinon se limiter à une hausse de taux technique pour assurer sa crédibilité, mais tout de suite communiquer en disant il n'y en aura pas d'autres. Alors ça va dépendre, vous savez, ça va dépendre de... Tout est lié, ça va dépendre de tous ces chiffres dont je vous ai déjà parlé, parce que la Fed, elle est data dependent. Vous voyez, un peu comme toutes les choses s'imbriquent, sont liées, c'est magnifique, c'est passionnant le FX, moi j'adore. Même si on ne le traite pas. Mais moi, je ne traite plus le FX. Je l'ai beaucoup fait à l'époque. Mais c'est passionnant parce que d'ailleurs, il y a un impact en termes de corrélation sur toutes les autres classes d'actifs. C'est pour cette raison que je continue à bien le suivre. Et bien sûr, donc troisième raison pour être sûr qu'un sommet majeur a été fait, eh bien, il faut que les institutionnels, les hedge funds FX arrêtent d'acheter l'USD yen. Et pour qu'ils arrêtent de l'acheter, il faut qu'ils aient peur d'une intervention potentielle faite BOJ qui le fasse baisser. Ça, on va voir comment il se comporte. Et chaque semaine, les données sont à jour et elles seront donc à ma disposition. Alors maintenant, USD Yen, le sommet majeur est-il validé sur le plan de l'analyse technique? Écoutez, là je vais vous dire que la réponse est non. Valider un sommet majeur, c'est rejeter sous une résistance, c'est idéalement avoir des divergences baissières sur les graphiques de long terme, et c'est valider une pattern de renversement baissier ou exploser un gros support. Moi j'estime que tant qu'on est au-dessus de 150, 152 yens, il ne faut pas crier victoire. Le signal qui, selon moi, définitivement permettrait de dire que l'USD Yen a fait un sommet majeur, c'est d'exploser à la baisse les 150, 152 yens. Quand vous reprenez les graphiques, d'abord, je vais reprendre l'horizon de temps mensuel. Effectivement, on a la divergence baissière mensuelle. Donc, ce sommet est en divergence, c'est bien. Mais pour l'activer, il faudrait casser ça. Donc, il faudrait casser ce niveau sur le RSI mensuel. Ça, c'est une première chose. Ensuite, lorsque je repasse en données hebdomadaires, le minimum légal serait de casser le Kumo weekly du système Ishimoku. Parce que regardez, le point de départ de la hausse, c'est qu'on avait redépassé. Le point de départ de cette dernière hausse, c'est qu'on avait dépassé en 2021 le Kumo. Le minimum, ce serait d'enfoncer le Kumo. C'est 150, 152. Donc pour moi, tant qu'on n'expose pas à la baisse 150, 152, il faut rester prudent. Alors il y a les divergences, il y a tout ça, d'accord, bien sûr, mais ce serait pour moi vraiment la confirmation. Donc exploser 150, allez 152, pulvériser 152 à la baisse, et là on va à 140, et là oui, ce sera vraiment définitivement le sommet majeur. Le sommet majeur aura clairement donc été validé. Chers amis, ainsi s'achève cette vidéo spéciale sur le taux de change USDN. Alors d'après vous, est-ce que le taux de change a fait son sommet ou est-ce que ça va filer, comme le pensent certains, à 200 yens? Merci à toutes et à tous de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.